Bonjour à tout le monde. Donc, comme déjà dit par M. Cabos, en fait, on va en réalité parler de deux réformes importantes dans l'année 2023, dont l'une qui vise donc la modernisation du droit de la faillite, qui sera dans les documentations vous données appelée loi faillite, mais ce n'est pas vraiment maintenant la loi faillite parce que c'est pour éviter la faillite, mais c'est pour simplifier qu'on l'a mis. Et le deuxième volet de la nouvelle chance, c'est dans la loi d'établissement que vous connaissez sans doute, donc la loi qui règle les conditions sous lesquelles on doit et peut obtenir une autorisation d'établissement pour des professions réglementées. Donc, dans la réforme du droit de la faillite, c'est la partie la plus importante. Je vais essayer de vous, pour rester dans les 45 minutes, de vous rendre attentif aux points principaux. En fait, c'est une loi qui est très, très longue, très, très grande. Et donc, il y a beaucoup de questions procédurales dedans que je ne vais pas traiter du tout parce que sinon, on va se perdre dans les détails. Et donc, dans cette loi, en réalité, on a introduit une procédure de détection de l'entreprise en difficulté. Il y a un deuxième aspect, c'est un accord amiable avec les créanciers qu'une entreprise cherche par une procédure extrajudiciaire, donc en dehors du tribunal. Et le troisième volet, c'est la procédure de réorganisation judiciaire, donc c'est une procédure sous contrôle du tribunal. Ensuite, la loi comprend également un volet répressif que nous allons juste voir rapidement. Tandis que dans la réforme du droit d'établissement, comme déjà dit, on introduit le principe dit de la nouvelle chance. Donc, dans la loi sur la faillite, donc c'est la première, donc c'est une loi, comme dit, du 7 août 2023, dont l'idée remonte à 2009, mais en réalité, effectivement, on travaillait déjà sur des réformes bien avant. Donc, il y a eu énormément de discussions par rapport à cette loi qui a fait des va-et-vient et qui finalement a été approuvée en 2023. Le texte est inspiré largement par la législation belge, alors qu'en Belgique, on a déjà ce système depuis 2009, mais est encore intervenue une directive européenne de l'année 2019 qui a aussi invité, disons, les États membres à mettre en place un système qui permet donc à des sociétés en difficulté de pouvoir être réorganisées dans le but d'éviter la faillite. Donc, le but affiché de cette loi, c'est la mise en place d'un véritable dispositif préventif aux faillites et l'entrée en vigueur, elle remonte au 1er novembre 2023. Maintenant, concrètement, pour vous dire, à la date des présentes, sur base des informations qui sont publiées, il y a eu juste une seule demande qui est pendante et qui a été introduite le 2 novembre 2023. En fait, le champ d'application de cette loi donc, sur la réorganisation vise donc, les catégories de personnes physiques et morales indiquées, donc les commerçants personnes physiques, les sociétés commerciales, donc c'est toutes les ASA, SARL, etc., les sociétés en commandite spéciale qui ne font pas partie des sociétés commerciales, et ensuite deux catégories, donc les artisans qui exercent en nom personnel et les sociétés civiles qui, en tant que telles, ne sont quand même pas concernés par la loi sur la faillite en elle-même, puisque les artisans et les sociétés civiles ne sont pas des commerçants. Et pour pouvoir tomber en faillite, une des conditions est que l'on est commerçant. Donc, on a quand même prévu dans cette nouvelle loi d'ouvrir cette voie de la réorganisation à ces catégories de personnes. Ceux qui ne peuvent pas se prévaloir de ce système sont les entreprises relevant du secteur financier, c'est les banques, les PSF, donc les professionnels, les assurances et réassurances et les sociétés d'avocats. Pourquoi ? Parce que surtout les deux premiers ont des législations bien spécifiques qui traitent la question de savoir qu'est-ce qui se passe si, par exemple, une banque tombe en faillite. Donc, en fait, ils sont exclus de la loi parce qu'ils sont soumis à un autre régime. Le premier point donc, qui est prévu dans cette loi, c'est un mécanisme de détection de l'entreprise en difficulté. Donc là, on a trois points différents qui interviennent. Donc, on prévoit l'intervention des deux ministères, c'est-à-dire l'économie et les classes moyennes selon les attributions, ce qui veut dire que celui qui relève, pour faire simple, de la Chambre de commerce, c'est le ministère de l'économie, et ceux qui sont de la Chambre des métiers, c'est les classes moyennes. Donc, qu'est-ce que l'on veut faire ? On veut détecter des débiteurs en difficulté. On doit faire une collecte d'informations sur les entreprises en difficulté et on prévoit un possible dialogue avec le ministère. Donc,
sans entrer maintenant dans les détails, donc ce que l'on prévoit, c'est qu'il y a toute une série d'informations qui sont rassemblées en passant du STATEC, des impayés au prix des administrateurs, en fait les impôts, contributions Sécu, mais également aussi la communication de jugements à faire par les greffes au ministère, dans lesquels, par exemple, une société a perdu une affaire de paiement si vous êtes assigné par un créancier, vous perdez, il y a le risque que cette information passe là, alors que vous pouvez quand même perdre une affaire pour des raisons autres que celui que vous n'arrivez pas à payer. Donc ça fait une masse d'informations et on se pose un peu la question de savoir c'est qui va les traiter et où est-ce que ça va mener. Donc, mais en théorie, du moins pour l'instant, il pourrait arriver que le ministère contacte l'entreprise et essaye d'avoir un dialogue pour voir quel est le problème, qu'est-ce qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est la cellule d'évaluation des entreprises en difficulté, et ça, c'est quelque chose qui a été créé où on met dedans, pour faire simple, de nouveau, des représentants des contributions directes, de l'enregistrement, de la sécurité sociale, des ministères, et en fait, cette cellule-là devrait donc s'occuper des entreprises, disons, détectées en un, sauf qu'il est quand même, et le but serait d'apprécier l'opportunité d'une assignation en faillite, mais il est précisé que cela n'affecte pas le droit pour une administration de décider d'assigner. Bon, dans la réalité, on le sait, il y a certaines administrations qui assignent plus vite en faillite que d'autres, ce qui veut donc dire que même si la cellule serait d'avis qu'il faut attendre, quelqu'un peut quand même décider d'assigner. Donc ça ne change pas grand-chose. Et la troisième chose, c'est la désignation d'un conciliateur d'entreprise. Et sur ce point, on va revenir ensuite. Donc le conciliateur d'entreprise, il peut être désigné par le ministre de l'économie et des classes moyennes, mais sur demande du débiteur. Je vais utiliser le terme débiteur. Dans la suite, vous allez voir, c'est en fait l'entreprise en difficulté, pour faire simple. Donc, ce conciliateur d'entreprise peut avoir pour mission de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou activités d'une entreprise en difficulté et préparer et favoriser la conclusion et l'exécution d'un accord avec les créanciers. Ce sont des points qu'on va voir par après. Donc, c'est une mission qui a été conçue un peu dans l'optique de cette procédure mise en place et ça n'a pas un rôle particulier autrement. Disons, les frais de ce conciliateur sont à charge de l'entreprise qui le demande. Donc, dans la loi, il y a un premier article qui parle de l'accord amiable par procédure extrajudiciaire. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'article 11. Donc, ça, c'est un accord qui est négocié entre un débiteur, donc l'entreprise en difficulté, et soit tous ses créanciers ou au moins 2 de ses créanciers. Donc, ça peut être 2, 5, peu importe. L'idée de 2 est tout simplement que l'on voulait éviter, si c'était un accord avec un, qu'il y ait une tentative de privilégier un créancier particulier au détriment de tous les autres. C'est pour ça qu'il y en a au moins 2. Donc, cette négociation, elle est faite en vue de niveau de la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités. Donc, c'est en vue de permettre une continuation des activités de la société dans de meilleures conditions. Là-dedans, il peut y avoir le conciliateur d'entreprise qui aura peut-être une espèce de mission de médiation pour voir un peu qu'est-ce que veut l'un, qu'est-ce que veut l'autre. L'avantage de cet accord, c'est qu'il est confidentiel, donc il n'y a pas de publicité ni d'information des tiers, ce qui est, le cas échéant, quelque chose qui est important pour les entreprises, c'est de ne pas faire savoir à tout le monde qu'on a certains problèmes. Si un accord est trouvé, il est soustrait à l'application des articles 445.2 et 446. Pour expliquer simplement, c'est que si une société tombe en faillite, le tribunal fixe une période suspecte qui va 6 mois en arrière, et en fait, tous les contrats qui ont été conclus et qui avantagent, pour faire simple, un créancier par rapport à d'autres, peut être annulé d'office ou à la demande du curateur. Donc là, on prévoit d'avoir des accords, le cas échéant particulier,
mais alors cette application-là, elle est exclue. Une fois qu'on a cet accord, il faut quand même le faire valider par la justice, donc il faut aller chez le juge. Le juge vérifie la forme et la finalité. Donc, comme je l'ai indiqué, que ce n'est pas un moyen détourné pour privilégier des créanciers. Si ensuite on tombe en faillite, les articles que je viens de citer sont cependant de nouveau applicables. C'est donc quelque chose qui peut être bien, mais qui est un peu peut-être risqué aussi, disons. La procédure de réorganisation judiciaire est donc celle qui est plutôt faite sous le contrôle du tribunal. Donc, elle a pour but de préserver, à la demande de l'entreprise et sous le contrôle du juge, la continuité de toute ou partie des actifs ou des activités. Ça, c'est le but voulu. Je vais passer sur cela, vous pouvez le voir par après. Donc, on définit donc, dans cette loi les créances surcitaires parce que nous allons parler du fait que la demande permet d'obtenir un sursis et donc c'est pour ça que l'on parle de créances surcitaires. En réalité, on distingue entre les créances surcitaires ordinaires mais qui sont l'équivalent des créances chirographaires, donc non privilégiées, et les créances surcitaires extraordinaires qui sont donc les créances privilégiées, donc impôts, TVA, sécurité sociale, salariés. La procédure de réorganisation est une procédure qui se fait en 4 étapes. La première, c'est la demande d'ouverture de la procédure. Dans un deuxième temps, l'entreprise bénéficie d'un sursis limité dans le temps qui est un des intérêts de la procédure. Ensuite, il faut déposer un plan de réorganisation et le faire voter par les créanciers. Et il doit ensuite être homologué par le tribunal. Je vais là aussi, peut-être pour rester dans le temps, et vous pouvez voir, donc en fait, la demande d'ouverture de la procédure se fait par le dépôt d'une requête au tribunal compétent, qui est le tribunal de commerce, d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ce qui veut dire si vous êtes à Luxembourgville au sud ou jusque, disons, Colmaberg, c'est Luxembourg, si vous êtes à Diekirch et plus haut, c'est Diekirch. Donc cette requête-là, elle doit contenir toute une série d'informations où on explique notamment pourquoi la continuité est menacée, donc quels sont les problèmes, qu'est-ce que l'on veut faire, donc dans quel objectif, on va voir ça, il y a des objectifs différents, on fait la demande. Il faut aussi avoir des idées et présenter des mesures ou des propositions pour de nouveau arriver à une rentabilité, à une solvabilité. Il peut y avoir des mesures visant les salariés, ce n'est pas nécessairement le cas. En fonction de la taille de l'entreprise, il y a des mesures d'information des salariés. Et ensuite, vous avez toute une série de documents qui doivent être préparés et sont à joindre. Et je vais peut-être juste mentionner le plus important. Donc, il faut joindre les 2 derniers bilans approuvés ou les déclarations fiscales, ça c'est si la personne est une personne physique. Il faut aussi présenter une situation comptable récente, c'est-à-dire remontant à moins de 3 mois à partir de la demande. Donc, si vous faites la demande en janvier, il faut un bilan fin octobre, novembre, décembre, non, fin septembre. En fait, ce document doit être établi par un réviseur, un expert comptable ou un comptable. Ensuite, et ça c'est quelque chose qui est de nouveau à préparer avec le comptable, et c'est aussi quelque chose d'un peu plus compliqué, il faut présenter un budget estimatif des recettes et dépenses couvrant la durée minimale du sursis demandé. Nous allons voir plus loin que la loi prévoit d'abord un sursis qui peut aller jusqu'à 4 mois. Et en fait, et ça on va voir aussi, pendant ce temps, le dirigeant continue à gérer la société, donc ce n'est pas comme dans une faillite où du jour au lendemain, vous n'avez plus rien à dire. Et donc pendant ces 4 mois, l'activité continue en principe normalement, ce qui veut dire que vous aurez des dépenses de salaire, vous avez aussi des recettes, le cas échéant, donc il faut voir qu'est-ce que vous facturez, qu'est-ce que vous envisagez de faire, mais vous avez des dépenses courantes, c'est les loyers, c'est les salariés, c'est les leasings, c'est les frais financiers, etc. Donc il faut vraiment avoir une idée sur ça et le cas échéant aussi inclure ceux qui vous assistent, donc, puisque pour cela vous avez le cas échéant besoin d'un avocat, d'un comptable, etc. Parce que, et on fait aussi la différence entre
les sommes ou les charges qui sont à payer si vous êtes admis à la procédure, ils sont soumis à un autre régime que les dettes d'avant, parce que pour vous permettre de fonctionner, en fait, ces frais sont payés par préférence aux autres, parce que sinon, vous n'arrivez pas à continuer à exister, et vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous aide, etc. Ensuite, il faut, si on fait la demande, faire des listes très précises sur vos créanciers, c'est-à-dire faire la différence entre les privilégiés et les autres, indiquer les noms, les montants, etc., parce que vous aurez ensuite une obligation de communication, et c'est aussi cette liste qui permet ensuite de travailler sur un plan. Bon, ensuite, il y a d'autres informations que je ne vais pas maintenant citer, qui sont plutôt particuliers, donc si vous avez déjà fait l'objet de commandements d'huissier, etc., ce serait aussi à mettre. Donc cette demande, elle peut viser 3 objectifs différents. Le premier, c'est conclure un accord amiable extrajudiciaire dont on a déjà parlé. Le deuxième, c'est obtenir un accord des créanciers sur un plan de réorganisation. Et le troisième, ce serait pour permettre par transfert, par décision de justice, le transfert de toutes aux parties des actifs à un ou plusieurs tiers. Donc ce serait dans la deuxième optique, c'est un plan qui vous permet à continuer votre activité vous-même, tandis que le 3, c'est l'hypothèse où on va se défaire par décision de justice de toute ou de partie des actifs. L'étape 2, et en fait c'est le plus intéressant, c'est que dès que la demande est déposée au tribunal, le débiteur, donc l'entreprise, bénéficie d'un sursis limité dans le temps. Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir de décision de faillite, pas de décision de liquidation judiciaire ou aussi dissolution administrative, la nouvelle, pas de mesure d'exécution forcée, pas de nouvelle saisie, et en outre le délai, parce que selon l'article 440 du Code de commerce, si vous constatez que les conditions de la faillite sont remplies, vous devez faire l'aveu de faillite, donc ce délai est aussi suspendu. Donc cela signifie concrètement que pendant la durée du sursis qui est fixée par le tribunal, le demandeur est un peu à l'abri, disons, des créanciers qui font de la pression, et cela évidemment pour voir si une solution autre que la faillite puisse être trouvée. Selon la nouvelle loi, la procédure est ouverte si et dès mise en péril de l'entreprise à bref délai ou à terme. Donc c'est un contrôle très limité. Donc il faut exposer pourquoi on est près de la faillite, disons, on pourrait même être sous les conditions de la faillite, et si ces conditions sont remplies, en fait le sursis vous est accordé, ce qui ne veut pas dire qu'on va arriver au bout du chemin. Mais donc ensuite, le tribunal doit prendre une décision déjà sur cette requête dans les 15 jours du dépôt. Et donc, dans ce cas-là, le tribunal fixe la durée maximale non pas la durée maximale, il fixe la durée du sursis. Donc, le maximum, c'est 4 mois. Et dans différents endroits, il y a la possibilité de faire augmenter le sursis jusqu'à 12 mois. Actuellement, il y a un seul cas que j'ai cité apparemment qui existe, et dans ce cas, le tribunal a fixé un sursis de 3 mois. C'était le tribunal de Luxembourg, donc il faut partir du principe que c'est peut-être qu'on va dans cette direction. Donc, comme j'ai dit avant, le débiteur, donc l'entreprise, continue en principe de gérer ses affaires et les contrats en cours continuent. Donc, contrairement à la faillite, bon, je ne dirais pas business as usual, mais un peu quand même. Donc, dans l'option 1, et c'est ce qu'on a vu avant, donc c'est tout simplement toujours l'idée de négocier un accord, mais seulement avec certains créanciers. Et là, on peut se mettre en dessous, en fait, faire la demande pour bénéficier du sursis afin d'avoir le temps nécessaire de négocier cet accord. Donc, en fait, c'est ça le but. Ce qui est beaucoup plus, je dirais pas, oui, compliqué dans un certain sens, c'est de faire un accord sur un plan de réorganisation.
Donc, dès qu'on se trouve sous la procédure, il y a toute une série d'informations à communiquer aux créanciers. Donc, je vais parler dans tous les détails. Il faut les informer du jugement, il faut leur communiquer l'état de leur créance chez vous. Et ensuite, il faut aussi déposer un plan au greffe, mais 20 jours avant une audience fixée. Donc, en fait, si le sursis est de 3 mois, l'audience doit avoir lieu 15 jours avant et vous devez déposer le plan 20 jours avant. Donc, ça veut dire que vous devez tout faire en 2 mois à peu près, ce qui est sportif quand même. Comme j'ai dit, donc, vous devez informer les créanciers de la créance que vous avez, donc le débiteur, pas vous, hein, a dans ses livres. Et en fait, il existe cependant aussi une procédure de contestation de cette créance. Donc ça peut viser vos entreprises si vous avez une créance sur quelqu'un qui va se mettre sous la procédure. Donc là, effectivement, la loi prévoit que ces créances, si elles sont contestées, il y a un tribunal qui va prendre une décision à ce sujet. Si, en tant que créancier, vous décidez de ne pas porter cette contestation devant le tribunal, alors là, la créance, elle est reprise aussi pour le vote selon la déclaration du débiteur. Ensuite, il y a possibilité de corriger ou compléter la liste et le tribunal, notamment en cas de contestation de la créance, puisque le délai est très court, peut décider d'admettre une créance à titre provisoire pour rester dans le temps. Donc ensuite, le plan, il est à préparer et ce plan comporte une partie descriptive et prescriptive. Donc là, de nouveau, il faut donner des informations sur la situation de la société, l'actif-passif, quels sont les problèmes qu'elle rencontre, quels sont les moyens pour y remédier, le cas échéant, les catégories de créances concernées. C'est toute une série d'informations qui sont donc à faire ou à prévoir dans le plan. Et dans la partie prescriptive, on indique les mesures qui sont prises pour désintéresser les créanciers et, le cas échéant, la durée de la mesure de restructuration. Donc le plan il y a certaines choses qui sont à préciser et d'autres qui peuvent être précisées. Donc il faut préciser les droits de tous les créanciers et aussi la modification de leurs droits en cas de vote et d'homologation du plan. À ce sujet, il faut savoir que dans l'idée de cette réorganisation, l'idée est en réalité celle d'avoir, le cas échéant, un plan qui prévoit évidemment que les créanciers ne seront pas payés à 100%. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faudra alors dire il peut y avoir, on va le voir, on peut créer des catégories de créances. Ça, c'est une possibilité qui existe, mais les catégories peuvent être très diverses. La catégorie peut être de dire je prends les créances et je paye un pourcentage plus élevé jusqu'à, je dis maintenant n'importe quoi, 10 000 euros. Ensuite, j'ai une deuxième classe, 10 000 à 50 000 euros, etc. Donc, il faut donc préciser dans le plan qu'est-ce qui se passera par leurs droits si le plan il est homologué. Il peut y avoir des délais de paiement et des abattements de créances, comme j'ai dit, en capital et intérêt. Ça, c'est le cas si on propose un règlement uniquement par pourcentage, ce qui est un peu normal dans cette situation. Et donc, si des créances sont contestées, il faut le mentionner aussi pour que les tiers soient informés. Ensuite, le plan peut proposer aussi d'autres choses. Donc, par exemple, une des possibilités, c'est de prévoir, peut-être pas intégralement, mais on peut prévoir de convertir des créances en actions aux parts sociales de la société. Alors, les créanciers entrent au capital de la société. Il peut y avoir des règlements différenciés de certaines catégories de créances en fonction de l'ampleur et de la nature. Ça, c'est une discussion qui existe notamment aussi en Belgique, c'est la différenciation entre les créanciers que vous jugez comme étant stratégiques, j'en ai besoin pour continuer mon activité, et les créanciers que je ne considère pas comme stratégiques. Donc ça peut être aussi une distinction qui est faite. Ensuite, il peut y avoir des renonciations aux intérêts, des échelonnements de paiement. On peut aussi avoir des imputations prioritaires des sommes réalisées sur le montant principal de la créance et pas sur les intérêts.
La seule chose, c'est que si les créanciers sont mis dans des catégories différentes, il doit y avoir un principe de traitement égal au sein des catégories et de manière proportionnelle au montant de la créance. Donc, si je propose dans ma classe A 20% à Jules, il faut aussi donner 20% à Pierre-Paul et tous les autres de la même classe. Il peut y avoir des absences de compensation. Ce qui est assez intéressant, c'est quelque chose qui a été longuement discuté lors de l'adoption de ce projet, c'est qu'on prévoit maintenant qu'on peut traiter les petits créanciers à part en raison d'une charge administrative disproportionnée. Qu'est-ce que c'est ? On a longuement discuté sur les petits créanciers que le législateur a considérés comme vulnérables. En réalité, dans ces plans de réorganisation, il y a beaucoup de formalités, beaucoup de courriers, etc. Donc, en fait, si vous avez des créanciers qui réclament 100 €, 300 €, en fait, vous avez une charge administrative disproportionnée et c'est pour ça que vous pouvez créer une classe des petits créanciers, avoir qu'est-ce qu'on considère comme petits créanciers, mais ceux-là seront alors payés en premier intégralement. Bon, ils ne vont pas se plaindre, c'est peut-être les autres. Ensuite, il peut y avoir un volet social, mais là, donc, y compris des licenciements, donc celui qui fait la demande, il doit avoir une vision sur comment réorganiser. Il pourrait aussi se dire, j'ai une branche d'activité X qui n'est pas rentable, je ne vais pas la garder, par exemple. Et alors, s'il y a des licenciements qui sont prévus, tout cela se fait quand même selon les règles du Code du travail, avec plan de maintien dans l'emploi et tout cela. Un plan de réorganisation, donc il y a un délai ensuite d'exécution, donc vous n'êtes pas obligé d'exécuter un plan sur une courte durée. Il peut y avoir un plan qui sera exécuté sur jusqu'à 5 ans, ou par exemple, vous pourriez donc dans les catégories aussi dire on en est un, je paye X% et on en est 2, etc. Donc le plan peut avoir une exécution jusqu'à 5 ans. Ensuite viennent les créanciers surcités extraordinaires, donc les privilégiés. Et ça, c'est quelque chose, bon, comme vous le savez, déjà en faillite, ils ont un régime particulier, ils passent avant tout le monde. Et donc, dans toutes ces lois de réorganisation, puisqu'il en existe en Belgique, il existe la procédure américaine du Chapter 11, c'est un peu ça l'idée. Donc, dans toutes ces situations-là, les privilégiés sont en réalité ceux qui ne doivent pas renoncer formellement à leurs créances. C'est pour ça que là, il y a quand même la possibilité de prévoir un paiement des privilégiés sur une durée plus longue, mais il est prévu que les intérêts conventionnels ou légaux continuent à courir et le plan ne peut comporter aucune autre mesure les affectant à moins qu'ils soient d'accord. Donc, ce qui veut dire que si parmi les créanciers, il y a un grand poids des privilégiés, donc là, on peut juste jouer sur la durée, disons. Dans la proposition, après, il faut encore que ce soit voté. Hein, mais... Voilà. Ensuite, la loi prévoit des restrictions quant aux propositions de paiement. Donc, en fait, il faut proposer un paiement à tous les créanciers, donc même minime. Ensuite, il ne peut pas y avoir de réduction de dette alimentaire. Ça vise plutôt le cas du failli personne physique, ni de diminution ou suppression des amendes pénales. Donc tout ce qui tombe sur ces trois catégories-là, travail, d'aide alimentaire ou réparation d'un dommage, etc., bon, ben, ça survit et c'est à payer. Bon, ensuite, on prévoit donc dans la loi que le plan qui est proposé doit répondre aux critères du meilleur intérêt des créanciers. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que le créancier ne devra pas se trouver dans une situation moins favorable du fait du plan que celle qui serait la sienne, par exemple en faillite. Je viens d'en parler à M. Cabos. La réalité actuellement, à mon avis, est que lorsqu'il y a faillite et que vous avez une créance chirographaire, vous recevez en règle générale 0. Donc, si vous recevez 10%, 20%, 30%, donc je pense que le chirographaire, probablement, va s'en sortir mieux que dans le cas de la faillite.
L'étape numéro 3, c'est donc le dépôt du plan au tribunal et le vote. Donc là, il faut déposer le plan donc, où on dit qu'est-ce qu'on veut faire, comment on voit les choses. Les créanciers qui sont inscrits peuvent donc aller voir le document et faire des observations. Uniquement les créanciers dont le plan affecte les droits peuvent voter. Donc, par exemple, donc, dans mon exemple des petits créanciers, s'ils sont payés à 100%, ils ne vont pas voter parce que le plan ne les affecte pas. Ceux des créanciers qui décident de ne pas participer au vote ne sont pas pris en compte, et également leurs créances ne sont pas pris en compte dans les calculs, ils sont donc écartés. Et pour pouvoir approuver le plan, il faut une double majorité dans chaque classe. Donc la majorité en nombre des créanciers ayant des créances admises, donc définitivement ou provisoirement, et la moitié de toutes les sommes dues en principal. Donc si vous avez par exemple juste la catégorie privilégiée et chirographaire, donc ça veut dire voilà, vous devez avoir la majorité dans les deux classes. Ensuite, le plan est à homologuer, c'est-à-dire à valider par le tribunal. Qu'est-ce qui fait le tribunal? Le tribunal, il doit effectuer un contrôle et il arrive notamment dans un plan qui est proposé, si vous avez puisqu'il faut donner une perspective sur continuer l'activité, il est possible de demander et obtenir aussi un financement d'une banque qui est prévu et en général, dans ce cas-là, ce financement est très souvent négocié de telle façon que la banque va vouloir avoir un règlement privilégié ou autre. Donc, en fait, dans un tel cas, le tribunal doit vérifier si le financement qui est prévu est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et aussi s'il n'y a pas d'atteinte excessive aux intérêts des créanciers. Ces deux points-là sont peut-être importants, mais ça introduit aussi de nouveau un volet appréciation de juges sur des aspects qui ne sont pas nécessairement juridiques, puisque vous pourriez avoir quand même des accords des créanciers sur un certain plan, mais si quelqu'un est d'avis que ce serait une atteinte excessive aux intérêts des créanciers, pourrait vous refuser l'homologation du plan. Bon, le plan, l'homologation est refusée si vous n'avez pas respecté les formalités légales. S'il y a des violations d'ordre public, ça c'est normal. Et aussi, si, selon le tribunal, et ça c'est un deuxième point d'appréciation de nouveau du juge, le plan n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Donc ça c'est quelque chose, je pense que si on propose un tel plan, on ne peut jamais être, il parle d'une perspective raisonnable, mais c'est une vérification qui, à mon avis, est très difficile à faire et ça peut résulter d'un avis personnel. Si le plan ne convient pas pour une de ces raisons, donc le débiteur peut être autorisé à présenter un nouveau plan et dans ce cas, et dans certains cas, il peut y avoir une prolongation donc, du sursis donc, pour permettre de voir si on peut arriver à un meilleur résultat différemment. Si l'homologation intervient, elle ne peut être subordonnée, donc soumise à aucune condition qui n'est pas prévue dans le plan et le juge ne peut pas modifier le plan. Donc le plan tel qu'il a été présenté et approuvé, c'est celui-là qui vaut. Et s'il y a un jugement d'homologation, la procédure de réorganisation judiciaire, elle est clôturée et donc vous sortez de cette procédure. Il y a aussi un point qui n'est pas noté dans les slides, mais c'est dans la loi. Donc, si on se met sous cette procédure et en cours de route, vous revenez, la société par, je ne sais pas, par une opération vient de nouveau à flot, vous pouvez retirer à tout moment la demande de réorganisation. Donc, on peut aussi revenir sur cette demande. Si le plan est homologué, il est contraignant pour tous les créanciers sursitaires. Qu'est-ce que ça veut? Donc, en fait, les créants contestés, qui sont donc reconnus, sont payés selon les conditions du plan pour les créances de même nature. Donc, même celui qui n'était pas d'accord, il obtient seulement ce qui est prévu dans le plan. Et si le plan, ensuite, est exécuté complètement, le débiteur est libéré totalement et définitivement de toutes les créances qui y figurent. C'est-à-dire, si le plan est
approuvé, homologué et exécuté, toutes les sommes donc, de renonciation, etc., disparaissent. Vous êtes libéré de votre passif qui n'était pas à régler. Ensuite, le plan peut quand même être révoqué. Ça, c'est une particularité parce qu'il y a donc un suivi qui se fait pour voir après, une fois de l'homologation, si tout se passe bien. Donc, il peut y avoir un créancier qui fait la demande si le débiteur n'est plus en mesure d'exécuter le plan. Il peut y avoir la déclaration de la faillite du débiteur qui entraîne la révocation de plein droit. Et dans ce cas, le plan est donc immédiatement privé de tout effet, sauf que tous les paiements et toutes les opérations qui ont déjà été faites restent valables. Donc, tout ce qui a été payé sous le plan correctement jusqu'à ce moment reste acquis. Donc, on ne revient pas intégralement en arrière. L'option 3, je suis où? Je dois faire plus vite? Non, si? Je ne sais pas. Option 3, c'est le transfert, donc moyennant décision de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités. Comme j'ai expliqué, ça c'est l'idée de transférer un peu, si vous voulez, votre fonds de commerce, votre activité ou des branches d'activité à un repreneur. Donc ce transfert peut avoir lieu à la demande ou avec le consentement du débiteur. On peut demander ça dans la demande en réorganisation. Donc, je peux faire une demande en réorganisation judiciaire en vue de faire un transfert, appelons ça d'entreprise sous la loi, ou je peux aussi le demander ultérieurement, notamment si on voit qu'on n'arrive pas à avoir un accord sur une réorganisation selon l'option 2. Ensuite, il pourrait y avoir un transfert sur demande du procureur d'État ou sur assignation d'un créancier ou même de quelqu'un qui a intérêt à acquérir l'entreprise. Et là, les cas d'ouverture sont celui, le débiteur, donc l'entreprise remplit les conditions de faillite, mais n'a pas demandé l'ouverture de la procédure de réorganisation. C'est l'hypothèse où le tribunal rejette la demande en ouverture de la procédure si la fin anticipée est ordonnée ou si le plan est révoqué. C'est aussi le cas si les créanciers n'approuvent pas le plan ou si le tribunal refuse l'homologation. Donc c'est pour ça que si la réorganisation selon plan ne marche pas, le cas échéant, le transfert peut fonctionner. Donc là, la loi prévoit la nomination d'un mandataire de justice. Et dans ce cas, le sursis peut être étendu de 6 mois parce qu'alors on se dit, pour faire toutes les formalités, rechercher des intéressés, etc., il faut du temps. Donc il peut y avoir une extension de 6 mois. Le mandataire donc, a pour mission de chercher, solliciter des offres, organiser le cas échéant des ventes et définir d'autres conditions à remplir par les offres. C'est un peu comme il fait une soumission, voilà. Ensuite, s'il organise et réalise la vente, donc le prix qui doit être offert pour les biens doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation. C'est de nouveau une formulation très vague parce que comment voulez-vous donner un prix à la réalisation forcée? Le tribunal doit approuver ou autoriser l'exécution de la vente. Il doit y avoir un projet donc, de vente qui est communiqué au tribunal, mais aussi au débiteur. Et ensuite, l'article 58 de la loi traite en particulier le cas de la vente qui porte sur des biens immobiliers, parce que dans ce cas, comme vous le savez, avec un bien immobilier, il y a souvent des créanciers privilégiés, banques qui disposent d'hypothèques, etc. Et donc les ventes, même forcées des biens immobiliers, suivent des règles différentes. La loi règle aussi le cas de la pluralité d'offres comparables. Donc, s'il y a plusieurs offres qui sont comparables, on donne la priorité à celle qui garantit la permanence de l'emploi par accord social. Et si on a plusieurs propositions de candidats différents ou à des conditions distinctes, là encore, l'offre qui est à retenir est celle qui est plus conforme à l'article 58.1, donc le maintien de l'activité de l'entreprise en prenant égard aux droits des créanciers. Donc, dans ce cas donc, du transfert qui se fait, donc, il y a un certain
somme d'argent qui est obtenue, évidemment. Donc les créanciers du débiteur doivent déclarer leurs créances au greffe du tribunal comme dans une faillite. Les droits de ces créanciers sont reportés sur le produit de la vente. Ensuite, le mandataire qui a été nommé peut demander la décharge, on clôture la procédure et on peut même aussi encore décider de tenir une assemblée pour dissoudre la société qui, de ce fait, est devenue une coquille vide. Voilà, ça c'est donc la procédure. Je pense que vous devez, le cas échéant, revoir cela, mais c'est très... En fait, le problème qui existe actuellement, c'est que la loi, elle est toute neuve, il n'y a aucune jurisprudence et ce sera intéressant de voir comment ce sera appliqué dans la pratique, parce que jusqu'à présent, on avait une procédure qui existait, qui remontait à 1930, qui était la gestion contrôlée, qui permettait d'avoir un peu, je dirais, la même chose, mais l'application était très restrictive et donc ici, pour que ça puisse fonctionner, il faudra, à mon avis, qu'il y ait un peu un changement de mentalité pour faire passer ces procédures. Peut-être rapidement, mais ça c'est très rapide, les aspects de droit pénal de la réforme de la faillite. Là-dedans, on a fait quelque chose tout simplement parce qu'il existe la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse. La banqueroute simple était toujours un délit, la frauduleuse était un crime, donc les sanctions étaient beaucoup plus importantes. En fait, je voulais simplement vous rendre attentif à une chose. Donc, il y a la liste de faits que nous avons repris pour montrer un peu dans quel cas on risque d'avoir un problème. C'est toujours lié à la faillite, évidemment. Et donc, il y a, à mon avis, deux choses ou trois choses sur lesquelles il faut faire attention. C'est le problème de l'aveu de la faillite dans le délai d'1 mois. C'est aussi le fait de ne pas tenir les livres de commerce. Il est très important d'essayer d'être le plus possible à jour avec ses bilans et ses comptabilités. Et la troisième chose, c'est que s'il y a une société qui est en faillite et que le curateur convoque l'ancien dirigeant, il faut donner suite à cela, même si le cas échéant, ça ne donne pas grand-chose dans les discussions, mais c'est les conditions donc, les plus, je dirais, problèmes les plus courants. Donc en réalité, qu'est-ce qui a changé? On a fait une différence du seuil de la peine, donc on a décriminalisé la banqueroute frauduleuse, malgré le fait que les peines, vous allez le voir, elles sont quand même encore d'un autre chose pour la banqueroute frauduleuse. Pourquoi? Parce que dans la réalité, on a toujours décriminalisé. Ça simplifie la procédure, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'instructions. Donc voilà, c'est ça le... Donc voilà, ça c'était la partie réforme droit de la faillite, disons. J'ai peut-être, et ça va être plus bref. Oui, 5 minutes, vous avez encore... Oui, ok. Alors, la nouvelle chance, je m'étais trompée, d'abord ça s'appelait la deuxième chance, mais ensuite ils ont discuté parce qu'ils ont pensé que certains avaient alors 5 chances, donc ça s'appelle nouvelle chance. C'est la loi de juillet 2023 sur le droit d'établissement et celle-là est en vigueur depuis le 1er septembre. Et dans cette loi, il y a un chapitre qui s'appelle Honorabilité professionnelle, section nouvelle chance. Donc, dans la loi, et ça dans l'article 6 de la loi d'établissement, il y a toute une série de points ou de problèmes qui sont soulevés pour dire qu'un ancien dirigeant, donc une personne qui avait une autorisation pour une société X, qui ensuite est tombée en faillite et qui demande ensuite une nouvelle autorisation, perd son honorabilité pour différentes raisons. Et celle qui nous intéresse, c'est la 6.4.e. Je rajoute, donc dans la liste, il y a aussi maintenant, vous n'avez pas déposé les déclarations fiscales, je pense, pour 2 ans, vous n'avez pas fait les inscriptions au registre des bénéficiaires effectifs, la liste est longue. Donc ici, nous parlons de l'article 6.4.e, qui parle d'une accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics. Sur ce point, il y a eu les créanciers publics, évidemment, qui c'est les impôts, c'est la TVA et c'est la sécurité sociale, pour le mentionner clairement. Et donc, il y avait des discussions sur cela et on a introduit, soi-disant,
un critère pour déterminer l'importance des dettes, où on regarde par rapport à l'effectif équivalent temps plein de l'entreprise et le chiffre d'affaires, c'est total, réalisé par l'entreprise les 3 années qui précèdent la faillite, la liquidation. Le texte ne nous dit pas plus. Donc, je ne sais pas si ça dit que plus je suis grand, peut-être c'est ça, hein, plus j'ai de salariés, plus je peux avoir de pertes, ou l'inverse. Donc, c'est quelque chose qui est assez vaseux. En fait, dans la réalité quand même, et ça vous allez le constater aussi si quelqu'un demande où il y a un changement d'autorisation, le ministère des classes moyennes vérifie systématiquement auprès des 3 administrateurs s'il y a des dettes qui existent, et ensuite vous êtes invité à les payer avant de vous donner une autorisation. Donc c'est même si vous devez changer le détenteur de l'autorisation, donc on vérifie ça systématiquement. Donc pour la nouvelle chance, il y a 2 choses. Donc c'est de vous dire, voilà, vous étiez dirigeant ou oui, personne exerçant, nous allons voir ça, c'est beaucoup de personnes. Donc vous étiez, disons, appelons ça impliqué dans une société qui est tombée en faillite, mais on est d'accord à vous pardonner, mais uniquement dans certains cas. Donc premièrement, et ça c'était aussi le fruit d'une longue discussion, parce qu'avant il était question que la faillite ne devait pas être le résultat d'une mauvaise gestion. Donc on a considéré que ça c'était pas très précis. Donc on nous met une liste pour dire, voilà, si la faillite elle est due à un des cas qui sont énumérés là, alors là vous êtes déjà éligible à la nouvelle chance. Bon, il y a des points qui sont simples, disons, la calamité naturelle reconnue par le gouvernement, il y a une décision ou non. Mais il y a d'autres points de nouveau qui donnent, à mon avis, prête à discussion. Perte d'un client prééminent, perte d'un chantier de travail public d'envergure, incapacité médicale, bon ben là c'est le certificat. Donc en fait ces points-là, donc vous devez déjà pouvoir établir dans un certain sens que la faillite de la société que vous avez dirigée avant tombe dans une de ces catégories. Donc, bon, moi je trouve que c'est très restrictif. Ensuite, on vous dit, OK, alors si vous êtes dans une de ces bonnes catégories, alors vous pouvez obtenir une nouvelle autorisation à condition d'avoir un accord de paiement avec les administrations ci. Donc, on distingue les TVA, impôts, cotisations sociales. Et donc, on vous fixe un seuil qui est très bas. Donc, s'il existe une dette de TVA, prenons l'exemple, et que cette dette est inférieure à 1% des montants nets effectivement versés pendant les 5 derniers exercices à l'AED, vous n'avez pas besoin d'avoir un accord de paiement. Même chose pour les impôts. Et pour la sécurité sociale, c'est 4 mois de cotisation, etc. C'est des seuils, à mon avis, très, 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 très bas. Donc, ce qui veut dire que si de telles créances privilégiées existent, et si vous voulez avoir une nouvelle autorisation, vous devez avoir un accord de paiement avec l'administration, donc vous payez la dette en question en lieu et place de la société. Cette obligation d'obtenir un accord de paiement pèse donc sur le dirigeant qui va demander l'autorisation, donc l'ancien gérant, le nouveau gérant, etc., sur toute personne pouvant exercer une influence significative sur la gestion et l'administration de l'entreprise. Ça, c'est l'actionnaire. Ça peut être beaucoup de personnes. Donc, on met aussi le détenteur de la majorité des parts sociales, ça c'est dans les SARL, mais l'influence significative sur la gestion, pourriez avoir des accords de nommer, je ne sais pas, donner d'un poids votal pour nommer la gestion, ça pourrait être 7 personnes. Donc ça veut dire que ça ne vise donc pas seulement le dirigeant qui demande, mais ça peut aussi être l'actionnaire. Donc la question qui se pose, à mon avis, en réalité, c'est ça, s'agit-il vraiment d'une nouvelle chance? Donc il faudra dire que si on est dans ces conditions-là, évidemment, hein, donc ça vise juste ces conditions-là. Donc, l'obtention de la nouvelle autorisation est donc en réalité soumise à la condition de l'apurement sur une période à négocier des anciennes dettes publiques. Donc, le demandeur de l'autorisation, il va payer en lieu et place de la société en faillite.
Et ça, le cas échéant même, pendant une durée dépassant la durée de prescription des créances publiques. Donc les créances publiques, en général, c'est 5 ans. Les faillites, avant qu'elles soient clôturées, etc., ça peut prendre du temps. Donc ça, c'est un problème qui peut se poser dans la durée. Donc vous pouvez vous étiez dirigeant d'une société qui est tombée en faillite en 2013. Les faillites sont rapidement clôturées. En 2014, c'est tout réglé. Vous n'avez plus entendu parler. Et en 2020, vous demandez, c'est maintenant un exemple, hein, tout simplement, vous demandez une nouvelle autorisation. Alors, on va vous dire, mais il y a encore les dettes de la société, une telle, qui sont à payer. Le réel problème, à mon avis, c'est celui-ci, c'est que vous n'avez aucune visibilité ni aucun contrôle sur les créances publiques qui sont déclarées dans une faillite, et ceci après que la société tombe en faillite. Le cas concret, et qui existe effectivement, et le plus problématique, c'est la TVA, parce que dans la réalité, l'administration de l'enregistrement fait presque systématiquement, lorsqu'une société qui a un numéro de TVA tombe en faillite. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent dans un délai d'à peu près 1 mois à partir de la faillite des bulletins de taxation d'office, où surtout si la société a une créance, donc ça devient plus intéressant. Donc, on vous refuse la déductibilité de la TVA et on vous fait des taxations approximatives de votre chiffre, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec une dette de TVA qui est intervenue après la décision de faillite. Et qu'est-ce qui se passe? Le curateur reçoit la déclaration de créance de l'enregistrement. Il a dans beaucoup de cas aucun actif ou peu d'actifs. Et le curateur ne procède pas à une vérification de créance, où il se dit tout simplement que mon passif soit 50 000 ou 100 000, ça m'est indifférent, je n'ai rien à distribuer. Sauf qu'ensuite, vous risquez de vous voir opposer cette créance de la TVA que vous contestez. Mais vous n'avez plus le moyen d'agir contre cela, parce que si les bulletins d'imposition sont émis, donc aussi bien impôt direct que TVA, vous avez 3 mois pour réclamer, et si vous ne réclamez pas en déant les 3 mois, vous êtes forclos et donc il n'y a plus rien à faire. Donc la seule chose, si par impossible vous deviez avoir la malchance de vous trouver dans cette situation, je vous recommande de demander au curateur de vous informer précisément sur les créances publiques, et le cas échéant, il faut même insister pour les contester, pour éviter de vous voir reprocher cela concrètement. Il y a des cas concrets qui existent, donc ce n'est pas du théorique. Donc, disons, la nouvelle chance, c'est plutôt un délai de paiement que vous pouvez obtenir pour payer ces anciennes dettes, et c'est ça le prix de la nouvelle autorisation. Donc, en réalité, personnellement, je suis d'avis que l'État, qui dispose déjà de certains privilèges, s'en est rajouté un, ici un peu indirectement. Donc, mais il faut surtout être conscient de cela, et donc la seule chose que je vous recommande de faire, c'est que si jamais vous êtes dirigeant ou associé d'une société qui, par malheur, tombe en faillite, c'est de vous enquérir auprès du curateur, qu'il vous informe de ces créances publiques qui vous seront ensuite opposées. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà.